Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode là, qu'on fait cette fois-ci sans invité spécial et en retournant là, vers nos deux segments phares, nos deux segments classiques, là, un petit au son de la cloche et dans vos poches. Donc on revient dans le temps, là, on va vous faire, vous allez voir là, un sujet, là, un petit peu une discussion sur une compagnie là, qu'on apprécie beaucoup et un retour là, sur un peu de vulgarisation de finances perso. Donc on dirait qu'on est de retour à l'épisode 1. Mais on est pourtant, là, je crois, si je ne me trompe pas, au 16e épisode de la saison 2 déjà. Donc, pour entamer ça, par contre, je vais te passer la parole tout de suite, là, Gab, pour faire le petit disclaimer préalable à notre épisode. Oui, on l'oubliera pas évidemment comme à chacun des épisodes de l'état financier que tout ce qu'on parle aujourd'hui ainsi que plus généralement dans l'état financier, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier avec votre situation financière personnelle. Voilà. Excellent. Donc, commençons ça en force avec notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, encore une fois, là, comme je vous l'ai introduit, là, on veut parler d'une compagnie là, qu'on aime bien. Là. On apprécie cette compagnie-là en tant que client, mais également, on a lu quelques articles et on a vu quelques trucs d'information assez intéressants là, sur la structure du géant suédois du mobilier qui est IKEA. Donc, une compagnie là, qui, en tant que telle, tu sais, je crois, nos deux logements respectifs là, représentent plus de 60 à 75 du mobilier qu'on a dans ces lieux-là. Effectivement, là, on veut essayer de faire un petit retour là-dessus, là, justement, parler un peu de l'évolution là, de cette compagnie-là là, qui a commencé, bien évidemment, en Suède là, au courant je crois que c'est en 1953, là, pour vous sortir une date tout de suite là, dès l'entrée, là, mais on va vous faire un petit portrait là, de la compagnie qui, encore une fois, là, a une position quand même assez impressionnante sur l'échiquier mondial global là, des grands commerces de détail. Mais également parler du fait qu'ils ont une structure qui est quand même assez particulière et un modèle d'affaires qui est assez unique en son genre à l'échelle mondiale. Donc, je vais peut-être entamer là, un peu avec quelques petits faits là, classiques, là, comme vous le savez. Là, bon, IKEA, comme j'ai dit, c'était en 1953 que ça a été lancé. Notre cher Gab pourra vous parler là, de Ingvar Kamprad, là, qui était le fondateur. Là. Excusez, en 1943, pardon. M. Kamprad était un vendeur mobile. Là. Il vendait des allumettes, je ne me trompe pas, des crayons et des montres. Et c'est en 1953, effectivement, qu'il a ouvert son premier magasin, là, lorsqu'il a décidé de se rediriger vers le mobilier global. Là, encore une fois, là, vous savez très bien qu'IKEA, là, vous pourrez littéralement là, meubler chacune de vos pièces là, en faisant un petit tour d'une C'est heure et un peu demie là, dans ce commerce. c'est effectivement un peu le représentant effectivement de. Tu sais, on parle beaucoup de l'américanisation, tu sais, du monde, que tout le monde mange la même chose. C'est en l'occurrence, un peu pour dénoncer, par exemple, le fast-food, donc les McDonald's de ce monde. Heu, IKEA pourrait être comparé à la suédoisisation du monde. Le fait que maintenant, tout le monde a les mêmes meubles partout dans le monde. On en rigole avec JP là, mais en off là, mais c'est vrai que je connais personne qui ne possède pas de table lac à 5 balles, tu sais, Absolument. c'est la petite table d'à côté là, que tout le monde a et c'est vrai que vous pouvez aller maintenant dans n'importe quel pays du monde et c'est vrai que IKEA a cette force effectivement d'être présent dans tous les marchés en fait dans le monde. Ils sont présents, ils sont très, très forts en Europe, ils sont extrêmement forts en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, en Océanie aussi évidemment dans les pays émergents et cetera, dans les pays par exemple, comme par exemple, l'Australie et cetera. Le seul continent justement, puis ça pourrait être l'occasion aussi d'un autre épisode, je vous fais comment dire? Un peu un petit roulement de tambour. C'est le seul continent où ils sont un peu moins forts évidemment, c'est l'Afrique. Même s'ils ont tendance je crois qu'ils se sont installés maintenant, dans le Maghreb quand même, donc ils ont quand même, ils sont partout. C'est une boîte c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils ont cette force d'être partout, partout, partout. Exactement. Et puis, tu sais, au total, c'est 460 millions de clients, même plus de 460 millions de clients par année là, qui rentrent dans l'ensemble de leurs commerces mondiaux pour vous montrer à quel point c'est pas une petite compagnie, encore une fois. Là, vous le savez probablement, nous, on l'a eu, on l'a vécu dans les derniers mois là, avec certains besoins de mobilier là, pour fin d'ameublement de logements respectifs. Mais les fils sont toujours hyper longs à l'extérieur. Vous allez faire un tour chez Ikea, puis c'est littéralement l'activité de votre journée en général. Vous rentrez à l'intérieur, vous pensez que vous êtes ressorti en 60 minutes. Finalement, vous ressortez, ça fait 2 heures que vous avez passé à l'intérieur avec peut-être un 40 minutes d'attente à l'extérieur. Là. Pandémie l'oblige.
Mais c'est effectivement un très bon point. Tu sais, dès le début d'IKEA, leur structure ou leur mentalité a été de dire parfait, oui, OK, le mobilier, il y avait un besoin et c'est très scandinave. Là. J'ai un attachement pour le Danemark, là, mais la Suède a un peu la même mentalité là, au niveau du mobilier. Là. C'est une des forces. La simplicité aussi, ouais, du mode de vie minimaliste, hein, tu sais, on le voit de Exactement. Donc, tu sais, plus c'est en le fait plus. d'avoir lancé automatiquement une gamme qui était très large, mais également qui était basée sur le fait de s'assurer que tout était, facile à monter, entre guillemets. Là. Pour certains, c'est peut-être plus un défi que d'autres. Pour d'autres, ce sont des experts. Mais quelque chose qui est facile à monter, qui est empaqueté de manière simple, de manière efficace. Tu sais, il n'y a, pas de perte d'espace, on s'entend dans une boîte IKEA, là, pour être certain que tout le monde ait la capacité, même avec une petite sédan deux portes à la limite, de pouvoir mettre une base de lit complète. Donc, vraiment, le fait de faire une gamme de meubles complète, des meubles qui sont en général très simplistes, comme tu le dis, très, Très très abordable faciles, aussi. très faciles à mettre dans toute pièce parce que c'est pas extravagant du tout des meubles IKEA. Et le fait justement d'avoir la capacité de les déplacer facilement, peu importe où vous êtes qui, peu importe quel est votre véhicule, peu importe où vous êtes dans quelle ville ou dans quel coin du monde, c'est empaqueté pour que vous puissiez le prendre dans votre véhicule et partir avec. Donc, c'est quelque chose qui était quand même assez impressionnant. Comme on l'a dit, c'était au milieu des années 1900. Mais ça a fait son chemin depuis avec une expansion mondiale qui est assez notoire et qui est marquée par un des points que peut-être Gab, tu peux parler, là, mais le fait que c'est très rare qu'ils vont s'installer en plein cœur du centre-ville à côté du Walmart, par exemple. Non, non, exact. Puis il faut comprendre que le modèle d'IKEA, enfin, tu sais, les premiers magasins tels qu'on les connaît, ça date des années 50, en fait, après-guerre. C'est sûr qu'à l'époque, ils étaient plus présents, évidemment, dans le milieu scandinave, donc dans les pays nordiques, donc la Norvège, la Suède et la Finlande et le Danemark, effectivement, qui étaient les premiers marchés, puis ensuite l'Allemagne, etc., puis le reste de l'Europe. Euh, Tout est pensé chez IKEA. Le fait qu'effectivement, bon, déjà, ce soit à l'extérieur de la ville, évidemment, c'est parce que ce sont des hangars, donc tu sais, il faut beaucoup d'espace. Le fait que tous les meubles soient montés effectivement de manière très simple, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace en termes d'économie, d'éviter d'avoir à recourir à un service de livraison, comme la plupart des autres compagnies de meubles, où bah, tu sais, vous n'avez pas le choix de vous faire livrer effectivement vos meubles, parce que ça prend de la place, etc. Tout est conçu en fait à ce que le client consomme et dépense le plus possible. Moi, souvent, ce qui me fait, halluciner, puis on se le dit souvent, JP, c'est que quand, IKEA est comparable aux États-Unis, le comparable, je dirais, en termes de modèle d'affaires et de modèle de réussite, c'est Costco. C'est cette capacité, je te dirais, à, amener le client, comment dire, le plus longtemps possible, effectivement, dans son expérience. Vous le savez, quand vous allez chez IKEA, puis là, je vous apprends rien, tout est pensé pour que vous consommiez plus. Premier exemple, moi, qui m'a toujours fait rire, c'est le fameux Smaland, là. Tu sais, quand vous dépensez les enfants à l'espèce de garderie d'IKEA, bah, tout ça, c'est pensé. C'est pour que papa et maman, tu sais, bon, ils prennent le temps. Effectivement, les enfants s'amusent à la garderie. Papa et maman, bon, là, si on prend un exemple un peu patriarcal, là, comme exemple de société, mais euh, papa et maman, bah, ils vont pouvoir prendre le temps d'aller dans le showroom, donc le fameux premier étage, souvent, qui est là juste pour exposer les meubles, etc., des styles d'intérieur. Puis, ah oui, chérie, qu'est-ce que tu penses? Regarde, ces verres-là, ils iraient bien avec tel truc. Ah, il faudrait qu'on change la cuisine, etc. Tout est pensé, effectivement. Puis ensuite, évidemment, vous le savez, souvent vous descendez dans le fameux, dans le warehouse, là, donc dans la partie, vous avez le libre marché, je crois qu'ils appellent ça comme ça, là, en Exactement. En français. anglais, c'est Market Line qui vont Ouais, mentionner, c'est là, mais ça. tout ce qui est petits items là, d'accompagnement qui n'est pas du grand mobilier. Ouais. Voilà, donc tu sais, souvent vous passez par les rayons, par exemple, pour les luminaires, pour les, je sais pas, pour les tapis, pour les Les trucs, ustensiles de pour les. cuisine, même l'espèce de segment avec les plantes et tout. Là. Voilà, voilà. Et souvent, d'ailleurs, vous le remarquez souvent, pareil, avant de rentrer dans le showroom, vous avez les plantes à la fin. C'est fait exprès, encore une fois. Tu crées une espèce de petite touche, effectivement, de ah oui, il faudrait que ça pourrait être mignon, etc. Alors que tu n'étais absolument pas venu pour les plantes au Ikea, si tu veux. Tout ça est pensé dans le modèle d'affaires d'IKEA. Et évidemment, après le showroom, qui est le hangar, qui est plus l'endroit, je dirais, pratique, si tu veux, pour faire tes dépenses, etc. Donc, Exactement. Et puis, tu sais, c'est ce qui est intéressant du modèle IKEA, c'est vraiment le fait que tout commerçant indirectement va avoir pour mission d'essayer le plus possible de contrôler l'expérience des clients dans le but qu'ils consomment le plus dans leur commerce, bien évidemment, mais de manière le plus subtile possible. Puis ce qui est intéressant avec IKEA, c'est que c'est vraiment
le schéma le mieux défini pour contrôler l'expérience des clients, mais qui est également le moins caché. T'sais, on accepte tous de faire le petit train-train à suivre les flèches un peu partout au travers du showroom. Par la suite, quand on arrive dans l'espèce de market en bas avec tous les petits items, on suit les flèches comme si de rien n'était également. On arrive dans le warehouse, on s'entend, là, je veux dire, c'est très bien défini parce qu'ils ont développé une capacité de présentation de leur hangar et de description d'où est-ce qu'on peut aller le chercher qui est correct. Mais sinon, on arrive là-dedans, c'est épouvantable, c'est énorme, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'on va. Mais ils ont tout défini ça de manière très. Tu sais, on est un peu comme tous des souris dans un labyrinthe, on suit comme si de rien n'était, mais on accepte tous le fait que même si c'est littéralement un contrôle complet de notre expérience client, ça nous convient, ça nous fait plaisir d'aller passer 90 minutes là-dedans et ça nous fait plaisir au final de ressortir en général. Et je crois que c'est même une statistique qui dit qu'en moyenne, on va prendre 50% de plus sur notre montant total de dépenses par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Donc, on arrive toujours avec une idée. Ah, justement, là, on a besoin d'une table lac. Puis on sort de là finalement avec 3-4 bases de lit, une chaise de bureau, et puis Oui, avec ça, en plus, on vient de tout refaire notre section d'ustensiles et de couverts. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait de dire c'est la meilleure compagnie, le meilleur commerce pour contrôler l'expérience et vraiment maîtriser le fait d'assurer que les clients vont consommer davantage. Et en général, les clients, on ne devrait pas aimer ça, se sentir contrôlé, mais dans le contexte d'IKEA, on l'accepte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On s'entend, là, j'en suis un très bon exemple également. Puis chez Gab, quand on y va avec des amis également, on se ramasse toujours comme ça. Le showroom, je ne me souviens pas d'avoir réellement regardé quelque chose pour acheter dans le showroom au tout début. Mais est-ce que j'ai déjà pris un shortcut? Jamais de la vie. Je fais quand même l'expérience de passer au travers des différentes sections, c'est même si ça. au final, ce que je voulais, c'était peut-être une planche à découper qui était dans la section au sous-sol, puis j'avais besoin d'une bonne vieille table lac. J'ai quand même fait le Mais, tour tu as pour. regardé, puis c'est vrai qu'ils changent souvent aussi la présentation du showroom, ce qui fait que tous les 3 4 mois, bah, des fois, tu as des nouvelles pièces et cetera avec le nouveau catalogue qui sort. Tout ça est pensé, encore une fois. Le catalogue qui est d'ailleurs, le bouquin, après la Bible, qui a été le plus imprimé, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Le catalogue IKEA, c'est un des, comment dire, un des symboles, si tu veux. Bon, c'est sûr que maintenant, il vise à disparaître, évidemment, avec les efforts, écologiques, qu'a lancé IKEA. Je pense que depuis l'année dernière, d'ailleurs, il est plus distribué. Ou ça, on peut le commander, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça est pensé, voyez-vous? Ça fait partie de la stratégie d'IKEA. Moi, un autre point où j'aimerais amener, puis je pense que tu seras d'accord avec moi, JP, qui est assez hallucinant. Je vous ai parlé du Smaland, qui est bon pour éviter qu'il y ait les gamins qui hurlent, et cetera, puis on dise: «Mon chéri, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on rentre à la maison» parce que, ils ont, comment dire, là, ça commence à être compliqué. L'autre point que j'adore, moi, c'est le coût de la cafétéria. Tout ça est Absolument. pensé, encore une fois. Le fait qu'au milieu, entre le showroom et le market, donc le marché, il y ait la cafétéria d'IKEA, c'est pensé. Encore une fois, c'est réfléchi par IKEA. Ils se disent: «Bon, bah, écoute, au bout d'une heure, les gens, ils arrivent à peu près, le dimanche ou par exemple le week-end, ils arrivent avant midi. Ils auront besoin peut-être d'un petit café et cetera, soit de bah, là, du coup, ils vendent les fameuses boulettes de viande que vous connaissez tous et cetera, Absolument. Légendaire. qui sont légendaires, que d'ailleurs, il va falloir que tu nous fais penser, il va falloir qu'on il va falloir qu'on y passe bientôt. Absolument. Moi, j'ai passé chez moi mon dernier sac là, que j'avoue que je suis sur le point de prendre Ikea pour une épicerie là, parce que je ne peux que consommer ces boulettes-là au moins 2 repas par mois, c'est minimum, là. Et c'est ça et évidemment, cette portion-là, vous pouvez penser que ce n'est pas rentable. Par définition, IKEA ne fait pas d'argent effectivement avec, l'épicerie. C'est juste une façon de retenir le client encore plus longtemps, de lui faire vivre l'expérience. Pareil pour les fameux hot dogs à, comment dire, à 1 $, souvent qui sont à la sortie, tu sais, du magasin. Souvent, c'est plus à la sortie, je pense, justement du warehouse, hein. Souvent, il y a la fameuse épicerie, suédoise. Tout ça est pensé, encore une fois, pour que la cliente, ils se dise: «Ah oui, regarde chérie, on n'a plus de encore une fois, on n'a plus de boulettes de viande, on n'y repasserait pas» et vous êtes reparti pour un tour, pour aller repasser dans le warehouse, aller repasser dans le showroom. Tout est Exact. Mais il pensé, y a ce encore une fois. cycle-là qui est clé, mais tu as également toute la logique. Il y en a beaucoup qui mentionnent la logique de l'image également que ça apporte. Le fait d'avoir, bon, oui, tout le trajet c'est conventionnel là, d'achat de mobilier, mais d'avoir justement le Smiland, comme tu as mentionné. De mentionner également l'espèce d'épicerie et l'espèce de restaurant où tout coûte absolument rien par rapport à si on allait dans un restaurant juste de l'autre bord de la rue. Le hot dog à 1 $ coûterait 4-5 $ de l'autre côté de la rue dans un commerce, dans un restaurant qui en fait réellement.
ils disent, le but également, c'est de montrer l'image, de créer l'image que IKEA, c'est bon marché. Même si au final, quand on sort du IKEA avec des mobiliers et tout, on va peut-être avoir une facture de 300, 400, 500 dollars. Ben, nous, dans notre tête, on a fait un bon coup parce que, écoute, en plus, j'ai réussi à avoir 3 hot dogs, ça m'a coûté 3 dollars. J'ai réussi à avoir des boulettes qui étaient à 4,50. On sent qu'ils veulent créer aussi l'image de dire, oui, parfait, c'est bien défini, vous consommez comme des fous quand vous venez dans notre commerce. Mais également, votre mentalité quand vous allez sortir, c'est pas, mon Dieu, je viens de mettre 500 dollars sur ma carte de crédit, c'est, j'ai eu un paquet de meubles, mais c'était pas cher, c'était de la qualité, c'était simpliste, il n'y a rien qui semble être trop, désolé de l'anglicisme, mais trop fancy pour quand on va au Ikea. Tout est simple, tout est pas cher, puis j'en sors en me disant, j'ai des meubles de qualité que je vais pouvoir monter facilement, donc je vais être content parce que non seulement j'achète des meubles, mais je les monte moi-même. Donc, j'ai la satisfaction de dire, j'ai monté en plus mon meuble. C'était pas Oui. tout fait chez moi. Donc, il y a cette logique-là de dire, c'est de la qualité, c'est pas cher. Et encore une fois, c'est disponible partout. Je peux juste aller faire un petit tour en banlieue. Si on part de Montréal, il y en a un à Montréal, mais souvent, on peut aller à l'extérieur de l'île. Ça nous fait un petit tour le week-end et on revient tout heureux avec nos meubles. Ça nous prend peut-être 1 heure chez nous pour tout monter et c'est terminé. Donc, c'est vraiment le fait de dire autant l'expérience à l'intérieur, l'image de qualité, de simplicité, du fait que c'est bon marché, vient également tout créer le fait que le modèle IKEA est quelque chose qui peut fonctionner partout parce que c'est des besoins de consommation que tout pays, que toute économie, que toute personne, peu importe on est basé où dans le monde, vont apprécier. C'est pas quelque chose qui est vraiment unique à l'Europe, unique à l'Amérique du Nord, unique à l'Asie, unique à même l'Australie ou l'Océanie. Ça fonctionne partout et c'est ce qu'on a vu. Au final, IKEA, présentement, ils ont 400 magasins, ils ont plus de 400 magasins à travers le monde et plus de 200 000 employés. Et vous le savez, c'est pas un modèle qui est distinct partout. C'est toujours le bon vieux truc bleu et jaune avec le bon vieux drapeau suédois. Donc, ça fonctionne partout, c'est le même modèle partout et ça marche sans bon sens. Oui, et puis c'est une marque, c'est vrai que c'est une marque qui quand même, et ça c'est assez étonnant, souvent les grandes entreprises ont souvent mauvaise réputation, tu à travers le monde. Souvent ils ont conservé effectivement plus, le fait que ce soit très gros et cetera. L'exemple le plus typique, c'est Amazon, tu sais, qui aujourd'hui est un peu le vecteur un peu de la critique antimondialiste, le fait que bon, tu sais, il y ait des employés qui sont parfois, maltraités, tu sais, Ouais, à manutentionner du comment dire, évidemment des colis. IKEA est quand même dans un tu sais, au day to day pour les employés, c'est à peu près la même chose, mais ils conservent cette image de marque sympathique, tu sais, de le fait que, tu sais, ce soit une entreprise qui soit proche de sa communauté, qui soit proche tout le monde aime aller au IKEA. Moi, je connais personne qui, tu sais, qui, à part le week-end où là, moi, je dois t'avouer, le fait qu'il y ait les enfants qui courent partout, moi, ça me gêne un peu là, mais bon, ça, c'est plus mon mon point de vue personnel. Mais ils ont réussi à conserver cette bonne image de marque, si tu veux, en grandissant. Alors que pourtant, tu sais, pourtant IKEA, tu sais, il n'est pas exempt de critiques, tu sais. Le fait que, bon, les meubles, tu sais, c'est du contreplaqué, là, souvent, la plupart du temps, c'est quand même pas de la très grande qualité. Souvent, d'ailleurs, tu le vois tout de suite, hein, un meuble IKEA qui a subi un déménagement, tu le vois qu'il aura plus absolument. jamais la même tête que par rapport à quand il était, c'est très souvent beaucoup plus compliqué évidemment à même si c'est pas si mauvais que ça. Je trouve que les gens sont un peu difficiles avec ça là. Les meubles après un déménagement, ils commencent à faire la tête un peu là, c'est vrai. Hem, bon, les c'est vrai que l'histoire d'Ingar Kamprad aussi est pas exempte de, tu sais, de défauts. C'est que ce dernier a quand même été un on le et ça l'histoire le sait, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, hein, quand même pendant, qui était quand même inscrit, par exemple, aux jeunesses nazies, suédoises, hein, donc il n'est pas exempt, si tu veux, de tout reproche, notre cher Ingmar Kamprad, qui est d'ailleurs, paix à son âme, n'est plus de ce monde, hein. Hem, donc si tu veux, je c'est pas non plus une entreprise qui est parfaite, tu sais, mais elle a réussi quand même à conserver cette bonne image, cette image sympathique, si tu veux, auprès du grand public et tu sais, et par diverses façons et je trouve que l'exemple que tu as je voyais ça dans les notes que tu as mis, je trouvais ça très intéressant, je voulais en revenir, puis je pense que tu pourras compléter, JP. C'est au niveau de leur structure aussi de structure juridique qui est assez, pour Absolument. le coup, innovante, hein. Et aussi, qui était, si tu veux, même en parler un peu plus, là, ce qui est intéressant, c'est un très bon point avec ce que tu disais, c'est on voit l'image de marque d'IKEA, mais moi, personnellement, je ne connaissais pas à ce point-là les détails de la structure. Pour faire ça simple, techniquement, IKEA, qui est un espèce de flagship suédois impressionnant, est techniquement la propriété d'un bon vieux holding qui est au niveau des Pays-Bas. Donc, c'est un holding des Pays-Bas qui est propriétaire du IKEA. Et les profits de ce holding-là s'en vont au niveau d'une fondation également basée aux Pays-Bas. Donc,
toute cette structure-là, finalement, fait en sorte que IKEA n'est pas propriété suédoise, mais beaucoup plus des Pays-Bas, et également n'est pas une entreprise avec but lucratif, mais bien une fondation, parce que les profits sont mis au niveau d'une fondation, et je crois, si je ne me trompe pas, IKEA est dans le top 5 des plus grandes fondations au monde, techniquement, étant donné que l'ensemble de leurs profits est sous l'égide d'une fondation. Donc, on s'entend que ce côté-là fait en sorte que IKEA a beaucoup de bénéfices fiscaux, ça, on ne se le cachera pas. Là. Officiellement, en étant une fondation, il y a des bénéfices qui en découlent. Et encore une fois, ces fondations-là ne sont même pas enregistrées dans des pays qui ont des fiscalités solides. En fait, je crois même que la majorité des fondations sont bâties dans des segments un peu avec des avantages fiscaux basés, encore une fois, sous le grand fief des Pays-Bas. Mais encore une fois, ça montre que IKEA, c'est pas mentionné nulle part. On n'en entend pas parler du fait qu'IKEA est une fondation des Pays-Bas plutôt qu'être un commerce de détail classique suédois. Ils ont beaucoup d'avantages. Encore une fois, est-ce que c'est favorable, défavorable? Eux vont dire que ce l'est, c'est pour protéger contre les takeovers, contre les prises de possession hostiles, etc. du magasin, pour assurer la stabilité de l'offre de service et tout. Bon, oui, parfait, ça c'est très bien. Je ne me serais pas attendu à moins. Mais effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Le fait qu'officiellement, c'est une fondation, ça ne va pas arrêter d'être une fondation de sitôt et techniquement, ça a encore une fois beaucoup d'avantages. Ça vient un peu pas de ternir de mon avis, mais ça montre encore une fois que, en réalité, oui, c'est le fait de contribuer au bien-être collectif en assurant des meubles bon marché, etc. La mission est belle, mais en tant que telle, ça reste quand même une compagnie qui veut faire un maximum de profits et qui, en plus, ces profits-là sont techniquement déclarés sous une fin Oui, charitable. je vais être franc avec toi, JP. Moi, j'entends très peu parler, tu sais, et on entend très peu parler, tu sais, des «bienfaits» entre guillemets de cette fondation-là. C'est ça, moi, qui me turlupine, tu vois? On a entendu beaucoup parler de la fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, pour des milliardaires, parce qu'on va pas se le cacher, Qui est la première Ingvar fondation mondiale, Kamprad, oui. il a failli, c'est l'homme d'ailleurs, je crois que c'est le Suédois le plus riche, hein, évidemment. Hem, il était quand même, entre guillemets, «l'un des hommes», tu sais, des plus riches du monde, tu sais, puis évidemment, il a donné beaucoup. Moi, je pense pas que c'était quelqu'un, un type qui était là pour, non plus tu sais, vraiment à la recherche du fric à tout prix, là. Je pense que le gars était bien content dans ce qu'il faisait, là, tu sais, c'était quand même un businessman comme succès, tu sais, à succès, tu sais, il a réussi à développer une entreprise à partir de zéro. Puis moi, je suis très, comment dire, impressionné toujours là, tu sais, j'ai une approche moi personnellement, tu sais, de respecter, tu sais, l'entrepreneuriat parce que c'est quand même une prise de risque et cetera. Puis ce type-là, il y a 50 ans, il était rien là, tu sais. Il vendait des meubles par correspondance ou il était vendeur à la commission, de crayons, je sais pas quoi là, tu sais, c'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, tu sais, IKEA est ce que c'est. La question, c'est ça, c'est qu'est-ce que fait cette fondation fondamentalement? On entend très peu parler, alors que d'autres sont beaucoup plus, tu sais, transparentes là-dessus, puis tu sais, ils dévoilent énormément, tu sais, de leurs actions. Moi, je dirais, c'est sûr que le but, et là, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, JP, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est d'assurer une croissance, tu sais, qui est endogène, tu sais, qui est de long terme, qui est pérenne, et à pouvoir à ce que IKEA, en fait, ouvre le plus de magasins possible à travers le monde. Je pense que c'est quand même aussi un vecteur aussi culturel aussi pour la Suède aussi. C'est une arme culturelle très importante, et je pense pour les pays scandinaves, parce qu'elle se retrouve, beaucoup de gens connaissent la Suède essentiellement par IKEA, là, ils se disent: «Ah bah oui», ils n'auraient jamais mis Stockholm sur une carte. Bon, c'est sûr que nous, Européens et Nord-Américains, on connaît quand Mhm. même pas mal. Mais tu sais, pour un Australien, par exemple, de «découvrir» entre guillemets ce merveilleux pays qu'est la Suède, ça peut être un vecteur, culturel important. Puis le gouvernement suédois l'a bien compris. Alors, Exact. Mais tu sais, ce qui est intéressant, puis ça, comme je disais, on va pas embarquer sur le sujet là, aujourd'hui, mais c'est sûr que le point, tu l'as bien dit, cette logique de fondation-là, bon, oui, effectivement, c'est un peu pour dévier le fait, bon, d'être une compagnie avec profit. Par contre, c'est sûr que l'avantage clé serait de dire ça reste que IKEA, et si je ne me trompe pas, au niveau en termes de magasin, est le premier consommateur de bois d'œuvre mondial. Ce qui fait en sorte que cette fondation-là, clairement, et ça, je parle peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui sont plus au niveau d'être environnementaliste ou écologiste, je crois qu'il y a un côté qui est quand même clé au fait que cette fondation-là a peut-être avantage à contribuer à tout cet aspect-là parce que la consommation du bois, qui est une ressource, oui, bon, qui peut être, les arbres peuvent être reboisés, etc., mais ça a quand même un effet sur l'environnement qui est quand même assez notoire. Donc, je crois que cette fondation-là a peut-être déjà en place, certes, des initiatives sur l'environnement, mais a peut-être beaucoup à faire pour essayer de devenir un peu un pionnier à cet effet, surtout
que c'est la base même de tout ce qu'ils font. S'il y a bien quelque chose que IKEA a besoin, c'est pas du plastique, c'est vraiment du bois. Donc, peut-être à regarder, on fera peut-être un sujet, là, encore une fois, on en avait déjà parlé, là, on va faire un segment vers notre deuxième partie de l'épisode, là. Mais on voulait faire effectivement là, quelque chose un peu plus axé sur l'environnement, là, peut-être avec des invités autour du Jour de la Terre, qui, de mémoire, arrive sous peu, je crois. Mmh. C'est au courant du mois d'avril, je crois que c'est dans les prochaines semaines. Puis avant Donc, de on regardera. quitter puis avant de quitter, si tu permets JP, c'est sûr que la question aussi qui va se poser aujourd'hui, c'est, ça c là pour le coup on s'en est pas discuté en off là, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est effectivement le point de vue de l'industrie, tu le fait que est-ce qu'il y a une concentration, je te dirais, une proportion, tu de IKEA qui est trop importante aujourd'hui? Parce que c'est vrai que l'industrie du meuble, entre guillemets, IKEA a des parts de marché qui sont extraordinaires par rapport à la concurrence. On va se poser la question aussi des nouveaux entrants. On voit que Amazon, c'est de plus en plus gourmand, par exemple, pour la livraison aussi, de meubles, et cetera. Walmart aussi, qui sont de plus des compagnies qui sont, dans le consumer, staples ou consumer discretionary, c'est le terme exact, derrière ces secteurs d'activité-là. Comment vont-ils réagir? Puis quel va être l'impact sur cette industrie de long terme? Je pense que ça va être une question que seul l'avenir pourra nous répondre, là. Exact. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, le sujet là, proposé par Gab, là, je crois qu'on avait fait un sujet à l'époque que vous avez bien apprécié, encore une fois, un peu de vulgarisation là, de la finance personnelle. L'épisode portait sur est-ce qu'on devait acheter ou louer sa voiture. Aujourd'hui, on va vous faire un autre segment là, sur maintenant que cette décision-là est prise pour vous, mais que faire pour économiser maintenant que vous avez un véhicule? Quelles sont les meilleures manières là, de rendre ça le plus abordable possible, même si, encore une fois, le premier point qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas un investissement. Peu importe ce que vous allez mettre sur votre véhicule, ce n'est pas un investissement. Tout va être basé sur l'utilité marginale que vous allez pouvoir en faire. Je suis quelqu'un qui raisonne beaucoup à la marge. Ça, Gab, tu sais très bien. Donc, ça va être un peu le concept clé. Là. Je ne sais pas si, Gab, tu veux peut-être introduire un peu, là, encore une fois, là, quelques points. Je ne sais pas comment est-ce que tu voudrais qu'on segmente là, cette section-là, là, mais officiellement, c'est sûr que vous le savez. S'il y a bien quelque chose, c'est que on ne va pas commencer à dire, OK, mais les bris moteurs, les bris des freins, les bris des. On va considérer ça de manière plus large, là, mais vous allez mettre d'argent sur votre véhicule, peu importe l'année, peu importe Bah, même l'utilisation. si effectivement, c'est sûr que de manière générale, il y a des coûts qu'on ne va pas, comment dire, considérer parce que ce sont des coûts entre guillemets «inévitables». Tu dans un raisonnement économique, on appelle ça, des coûts on a toujours ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Ça, c'est des coûts qu'on doit considérer et des coûts qui sont irrécupérables. C'est-à-dire que quelle que soit la voiture que vous allez avoir, bah, quelque part, vous ne pourrez pas, vous pourrez pas y échapper. Le meilleur exemple, c'est tout ce qui est frais, par exemple, au niveau, évidemment des taxes de vente et cetera, puis au niveau, par exemple, des licences et cetera. Si jamais, vous avez besoin comme par exemple, nous, au Québec, ça coûte de l'argent tous les ans pour avoir une plaque d'immatriculation valable, hein, donc on appelle ça en tout cas, c'est les frais d'immatriculation. Hem Je pense que le premier point, je te dirais, puis ça, je trouve que c'est un sujet qui est, comment dire, qui est souvent mal négligé, bah, c'est l'économie d'essence, hein. Tu De choisir évidemment une véhicule, qui, comment dire, consomme peu. C'est sûr que, bon, c'est très drôle, par exemple, comme vous le savez, on enregistre depuis le Québec, depuis le Canada, où quand même les véhicules sont quand même beaucoup plus consomment beaucoup plus, par exemple, que par exemple en Europe, c'est le cas et c'est Ouais, vrai mais la que mode, en fait, est très différente, encore une fois, au niveau de la capacité, de la grosseur des véhicules. C'est pas du tout le même genre de gamme qui est préféré entre les Nord-Américains et les Européens, effectivement. effectivement, donc c'est sûr qu'un pick-up, qui va énorme, un Ram 1500 par exemple, donc qui sont des espèces de gros camions, pour transporter des matériaux. Évidemment, comme il y a un moteur qui est beaucoup plus puissant et qui peut tracter aussi beaucoup plus de marchandises, pour le coup, c'est sûr que lui, il va consommer quasiment facilement 14 à 15 litres au 100, voire en ville, il pourrait même monter à 20 litres au 100. Donc c'est sûr, moi je vous dirais, le premier conseil que je pourrais donner de manière plus générale, puis je pense que je vous apprends rien, c'est de choisir un véhicule qui est adapté à votre besoin. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui est très urbain, qui par exemple utilisez votre voiture essentiellement pour aller en ville, pour se déplacer entre quartiers ou aller au travail, bah, peut-être qu'une citadine ne fera que le travail. Ça va vous consommer 6 en ville, en tout cas 6, 7, 8 litres au 100 en moyenne, puis vous allez être très bien. Ce sera facile à garer, etc. Si vous êtes quelqu'un qui, évidemment, qui a une famille, si tu veux, il faut de la place, considérer par exemple un SUV, même si bon, moi j'aime pas ça personnellement. Heu, Toi, notre cher JP, je pense que d'ailleurs il va en réceptionner un demain, donc je souhaite que tu Absolument. apprécies ça.
Absolument. Mais tu sais, encore une fois, tout dépend. C'est des personnes qui vont vivre davantage en banlieue, qui doivent se déplacer vers les grandes villes, par exemple, vont souvent passer beaucoup plus de temps dans leur véhicule. Donc, le fait d'être dans un modèle qui est un SUV, peut-être pas un bon vieux pick-up, là, mais dans un modèle qui est taxé sur le fait d'être confortable, le fait d'être bien assis, parce qu'on peut passer quand même 1 heure dans le trafic, par Mhm. exemple, pour se rendre, peut être pertinent. Encore une fois, on laisse de côté la touche environnementale, bien évidemment, là, mais je crois qu'il y a un côté au niveau confort que tu l'as bien dit, lorsque vous restez en ville, mais est-ce que le fait d'être assis dans une sédan, que vous êtes très bas et que vous n'avez pas la meilleure posture au monde, est-ce que ça change quelque chose quand vous faites un petit 15 minutes entre deux quartiers? Non. Quand vous faites beaucoup, beaucoup de routes, que vous êtes pris dans votre véhicule pendant des heures et des heures dans le trafic, peut-être que là, effectivement, le fait d'être bien assis va avoir un impact sur votre capacité dans la trentaine, dans la quarantaine, à vous lever le matin sans avoir mal dans le dos. Exact. Juste pour la précision, pour nos auditeurs français, une sédan, c'est une berline en fait. Donc c'est une berline 4 portes avec un coffre extérieur. Je m'excuse, mon cher JP. Mais c'est vrai que choisir son bon véhicule, je pense que c'est la clé évidemment de ce que vous allez faire. Sûr, si vous avez une entreprise, etc., vous avez des matériaux lourds, bah, considérez quand même un véhicule qui est adapté à vos besoins, puis vous économiserez évidemment en essence. Vous pouvez aussi réfléchir, tout dépendamment de vos besoins, effectivement, avec un moteur qui peut être hybride, par exemple. C'est sûr que c'est un investissement, voire un moteur électrique. Ça dépend aussi où vous vous trouvez. Et là, je vous dirais, ce point-là est un peu plus calculatoire. C'est vrai que malheureusement, la rentabilité d'un moteur électrique va se baser sur le coût de l'électricité, donc du kilowattheure, du nombre de kilomètres que vous faites, du type de kilomètres que vous faites, la proximité aussi avec des chargeurs, etc. Idem pour l'hybride, savoir est-ce que c'est un plug-in, donc c'est-à-dire est-ce que c'est une hybride rechargeable ou non rechargeable, etc. La Exact. Ben, il y rendement, a beaucoup en malheureusement. fait, moi, je vois beaucoup le fait qu'il y a beaucoup en fait, d'aspects non monétaires sur tout ce qui est hybride et électrique. Parce qu'il y a beaucoup de coûts que vous allez devoir prendre au niveau du temps, par exemple, que vous allez devoir mettre si vous avez à recharger, par exemple. Donc, il y a beaucoup la contrainte autre que monétaire, alors que je crois qu'avec les bons vieux véhicules à essence, c'est très monétaire, en fait, les coûts, comme vous le savez. La comparaison même clé au-delà de l'essence, comme tu l'as dit, c'est peut-être le segment, le changement vers cet aspect-là au niveau des pièces et des La mécanique. réparations. Là, on est dans un autre monde complet. On va encore une fois parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects monétaires. En fait, c'est un peu la même logique, très monétaire pour les véhicules à essence. Et est-ce qu'on a vraiment des pièces à changer sur une Tesla? Ça, on ne fera peut-être pas le point, là. Mais je crois que c'est un bon point de dire au-delà de trouver le véhicule qui consomme pour vos besoins, mais le fait de trouver un véhicule qui suit également votre budget périodique au niveau des changements d'huile que vous allez avoir à faire, des changements de frein que vous allez avoir à faire, des pneumatiques. On s'entend au Québec, on est dans un contexte de pneumatiques qui coûte quand même assez cher avec le fait qu'on a des obligations légales. Et encore une fois, c'est légal, oui, mais c'est pour notre sécurité Oui, d'avoir bah, des c'est ça, pneus adaptés aux avec conditions, mais qui vont coûter encore une fois très cher, mais très, très, très cher au niveau des changements, au niveau encore une fois, de l'utilisation, parce que souvent, et ça, Gab, tu as également un véhicule qui est assez récent pour le mentionner, mais lorsqu'on n'a pas des vieux véhicules, on va quand même vouloir faire attention à ne pas l'abîmer. Donc, est-ce que le fait de changer nos pneumatiques d'hiver et d'été au Québec, par exemple, sur une base annuelle ou aux 2 ans, par exemple, pourrait être justifié? Probablement. Ça fait des coûts, encore une fois, qu'il faut mmh considérer et de trouver, encore une fois, quelque chose qui va vous convenir. Je sais que Gab, tu as trouvé une très bonne affaire pour tes pneus, mais c'est pas tout le monde qui font ça. Des personnes qui vont aller dans des gammes qui sont peut-être complètement inutiles. On ne fait pas de la F1 dans les rues de Montréal. Non, puis c'est sûr, encore une fois, puis là, ça rejoindra, c'est que ça va dépendre aussi de vos besoins. C'est vrai que je vous donne un exemple, puis j'en avais discuté avec quelqu'un qui avec, en fait, on avait discuté, par exemple, avec Locan, tu te souviens, qui m'avait reçu là pour présenter un peu le podcast. Et c'est vrai qu'on lui avait on avait eu justement le débat de savoir est-ce que c'est réellement rentable en termes de oui, effectivement, la mécanique d'une Tesla va être peut-être un peu moins chère sur le long terme. Après, le problème, c'est qu'on connaît très peu aussi de problèmes, tu sais, sur la Tesla pour le moment. C'est vrai que souvent, les problèmes mécaniques, ils commencent à arriver au bout de 7 8 ans. Tu sais, par exemple, je sais pas, d'aller changer des bougies, d'aller changer, tu sais, toi qui avais eu le problème avec ton ancienne voiture, là, donc tu sais, tout ce qui est l'échappement, tout ce qui était, comment dire, le radiateur, ce genre de pièces quand même coûte assez cher effectivement, puis sur le long terme, c'est vrai que ça coûte cher. Par contre, c'est vrai que sur une Tesla, le problème, c'est qu'un bris interne du moteur, ça peut arriver, tu un moteur électrique et souvent c'est des pannes qui coûtent très, très cher. Tu sais, on connaît très mal et tu sais, tu peux pas amener ta Tesla chez le garagiste du coin, il va bien rire. Tu sais, il va dire: «Bah, moi, écoute mon ami, je touche pas à ça, va chez Tesla». Puis Tesla, ils vont évidemment te demander, je pense, une main-d'œuvre qui est très onéreuse pour le coup. Hem Et ça, je te dirais, donc ça, c'est un point à considérer. Donc le côté véhicule essence, hybride et cetera,
C'est un point de réflexion et je le mettrai quand même, effectivement, quand même dans les préoccupations si le but est d'optimiser enfin, financièrement votre budget auto. Encore une fois, c'est à mettre en perspective et de vous faire, je pense, des calculs, etc. Et peut-être éviter de vous laisser tomber dans le piège de dire, ah bah, tu sais, ça coûte beaucoup moins cher, etc. Non, il y a plein de facteurs qui sont à considérer. Le deuxième que je voulais parler aussi, c'est l'assurance aussi. Ça, c'est un point qui est tout dépendamment évidemment de votre véhicule. Si vous avez une Tesla, par exemple, neuve, évidemment, c'est des véhicules qui sont très prisés, par exemple, même pour des vols, pour, par exemple, du recel de pièces, par exemple. Donc, c'est sûr que souvent, comment dire, la prime d'assurance est proportionnelle au risque de se faire voler. Et évidemment, là, je ne vais pas considérer votre risque de conduite, parce que bon, là, rendu là, c'est malheureusement, c'est basé sur votre historique de conduite, là, pour le coup. Savoir est-ce que vous avez fait d'anciennes réclamations. Et je dirais quand même, c'est sûr que certains véhicules, par exemple, souvent quand vous avez une poubelle, c'est sûr que ça coûte moins cher. La protection aussi que vous allez choisir va avoir un gros impact. Est-ce que vous êtes assuré, ce qu'on appelle d'un bord, donc ce qu'on appelle au tiers en France, ou est-ce que vous êtes assuré tout risque? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes assuré si vous endommagez votre propre véhicule? Et évidemment, un assureur, étant donné qu'il ne va pas contrôler ce que vous faites au jour le jour avec votre véhicule, bah, tu sais, ça va être risqué parce qu'il y a on appelle ce biais-là, on appelle ça de l'aléa moral. Quand on est protégé, on a tendance à prendre plus de risques en économie. Et c'est vrai que le fait d'être assuré, bah, vous pourriez prendre le risque et de foncer, de faire n'importe quoi et de défoncer votre véhicule. Bon, c'est pour ça que le système de franchise existe et puis que les primes sont beaucoup plus onéreuses rendues là. Exact. Puis tu sais, je crois que peut-être même le dernier point qu'on pourrait faire là, pour ce segment-là, puis pour compléter l'épisode, c'est peut-être de dire, puis moi, c'était mon mécanicien de l'époque qui m'avait fait la mention, mais de dire comment est-ce qu'on peut structurer nos finances au quotidien à partir du moment où on a acheté un véhicule dans le but de se protéger contre d'éventuels besoins de réparation futurs, Mmh. encore une fois, mais également pour dire ben, que je sois prêt à tout moment à pouvoir changer de véhicule. C'est quelque chose qui m'est arrivé, comme tu l'as mentionné, j'avais un véhicule depuis bien des années. Je mettais de l'argent de côté pour fin de réparation et bon, ça, on le sait, j'en ai eu besoin. Mais officiellement, ça reste que comment est-ce qu'on peut structurer pour ne pas être surpris quand on se ramasse avec une réparation soudaine d'un véhicule qui, si on ne fait pas cette réparation-là, c'est à la poubelle, c'est terminé ce véhicule-là, ou bien on doit mettre par exemple un 1000 $. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de mettre de l'argent de côté dans les années où le véhicule est neuf et ne va pas coûter très cher, dans le but justement de faire face à ces bris-là éventuels et également de pouvoir prendre une décision à un certain point de dire ben, ça coûte trop cher, j'ai accumulé suffisamment de fonds à côté, je vais m'acheter un nouveau véhicule. Oui, puis c'est vrai qu'effectivement, tu l'as bien mentionné, d'avoir même un compte d'épargne, par exemple, dédié à votre voiture, ça peut être une bonne idée. Ou tu sais, de faire en sorte d'avoir quand même de la liquidité. Tu sais, on s'en était parlé dans de précédents épisodes, tu sais, du fameux fonds d'urgence. C'est un excellent exemple. Tu sais. Votre voiture a un problème majeur, je ne sais pas, par exemple, une ligne d'échappement. Je te donne un exemple. Une ligne d'échappement, souvent, c'est un problème qui est courant et qui, comment dire, va arriver aussi quand votre véhicule va rouiller. Donc, tu sais, qu'il y a évidemment tout le tuyau qui permet d'échapper, évidemment d'enlever tout le comment dire? Évidemment les gaz d'échappement de votre moteur, bah, c'est sûr que cette portion-là, si vous ne l'avez pas, votre voiture va faire un bruit de dragster. CF, mon ancienne voiture quand je l'ai Absolument, envoyée à la absolument. casse et comment dire? Et c'est vrai que non seulement ça va être très polluant aussi parce que ça va remettre des gaz, toxiques comme par exemple je pense que c'est du protoxyde d'azote là si je ne m'abuse ou du CO, du monoxyde de carbone, donc qui sont vraiment dangereux aussi, pour l'environnement puis pour la pollution, je dirais. Donc c'est vrai que c'est faut éviter évidemment ce truc-là et souvent c'est un budget à considérer. C'est que reconstruire une ligne va vous coûter par exemple, je sais pas, 1 000 $ à peu près, 1 100 $. C'est en pièces et en main-d'œuvre. Donc, tu sais, c'est quand même onéreux. Alors, c'est pour ça que le coût d'avoir un budget efficace, garder du cash flow, c'est toujours important. Avant de nous quitter, je voulais quand même parler aussi d'un point qui parfois est mal maîtrisé aussi, c'est ce qu'on appelle la conduite écologique en fait. La conduite écologique qui est souvent économique aussi, est beaucoup enseignée, de plus en plus enseignée, je trouve dans les auto-écoles et ça c'est une bonne chose. Quand vous passez votre permis, c'est un truc qui est, comment dire, l'éco-conduite, on entend parler beaucoup, qui peut être un point intéressant. Le fait d'optimiser aussi l'utilisation de vos consommables, tu sais, de pas freiner brusquement. C'est bête, mais en termes d'essence, ça vous évite de redémarrer effectivement avec, comment dire, tu sais, de redémarrer de zéro vers votre vitesse de croisière. Le fait est de pas non plus de conduire pas avec d'à-coups, ça peut être un bon exemple. Le fait de, comment dire, d'utiliser ses phares au bon moment,
Le fait est de, par exemple, aussi de bien changer ses rapports de vitesse. Bon, si vous avez une automobile manuelle, c'est vrai que c'est un point qui est très important de ne pas se rouler, par exemple, en sur-régime ou en sous-régime. C'est, comment dire, c'est à prendre en considération. Il y a c'est toutes des choses où, des petits efforts vont vous permettre effectivement de, comment dire, d'économiser énormément au niveau de la consommation. Évidemment, il ne faut pas non plus être fou là, tu sais, il ne faut pas non plus, comment dire, faire n tu sais, de s'en rendre fou. Hem et je vais te donner une anecdote, JP, puis pour terminer là, pour le coup, parce que je vois que le temps file. Tu te souviens quand j'avais eu ma voiture, j'avais souscrit, tu sais, au programme là pour l'assurance effectivement, pour avoir la conduite, un rabais Mhm. dessus là. Ils t'espionnent pendant un mois ou 2 par exemple, ils te suivent, ils te disent: «Ah oui, est-ce que tu freines bien?» par exemple avec ton véhicule et cetera. Ça peut être un bon exemple, tu sais, pour vous initier à la conduite économique et à la conduite écologique. Puis ça vous permet de vous d'économiser du côté de l'assurance, puis économiser au niveau de votre consommation d'essence, d'avoir des bonnes attitudes, de conducteur, tu sais, en tout cas d'avoir un véhicule, c'est une super chose à avoir, c'est une vraie liberté, moi je le vois aussi comme ça. Mais il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi parce que sinon vous allez voir les billets qui volent à tous les mois malheureusement inutilement là. Exactement, et puis tu sais, on l'a dit, puis c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure, un véhicule, lorsque vous l'achetez, n'est pas un investissement. Lorsque vous le réparez, ce n'est pas non plus un investissement. Donc, trouver quelque chose qui va, comme on l'a dit au tout début, correspondre le plus à vos besoins, à votre contexte, à votre situation. Et sachez encore une fois que s'il y a bien quelque chose qui peut s'acheter et se vendre, c'est bien un véhicule. Puis les besoins sont partout. C'est quand même assez facile dans la mesure où, comme tu l'as dit, tu n'as pas un vieux véhicule qui, littéralement, s'en va tout droit à la casse pour 300 $, ce qui était, à nos heures, notre cas respectif. Donc, sur ça, effectivement, là, déjà la fin de ce nouvel épisode de la saison 2 là, qui s'en vient bientôt à sa fin. Encore une fois, on a plusieurs idées là, qu'on pourra vous proposer, comme on le fait à chaque fois pour la saison 3. On va créer un peu de renouveau comme toujours. D'ici là, encore une fois, dans mon nom direct, je vous remercie là, pour vos écoutes courantes. On fait des épisodes d'ailleurs qui sont assez inspirés et qui aussi semblent nous inspirer davantage parce qu'on est beaucoup plus en termes temporels vers les 40 minutes et plus. Là. Donc, laissez-nous savoir si ça vous convient et si vous appréciez le format. Je vais peut-être te laisser Gab faire le fameux message de la fin, comme toujours. Oui, bah, oubliez pas évidemment si l'épisode vous a plu à commenter, puis à mettre un petit pouce vert, ou bleu, je sais plus maintenant ça change de couleur. Savais-tu d'ailleurs JP qu'ils vont enlever les pouces rouges, hein? D'ailleurs, ce sera plus comptabilisé. C'est Ah comme bon. sur Instagram là, ce sera plus, les likes sont plus comptés. Enfin bref. C'est toujours important, c'est vrai qu'on le voit avec le référencement, c'est quand même une bonne façon, tu sais, de qu'on monte dans l'algo, le fameux, la YouTube Money, là, monter dedans. Donc, tu sais, ce serait super apprécié effectivement là, tu sais, de pouvoir, nous dire si vous avez apprécié notre contenu, à vous abonner sur les différentes plateformes. Évidemment, c'était une blague, hein, évidemment pour la YouTube Money et en tout cas, nous, on vous remercie vraiment pour votre constance, puis pour votre écoute et moi, personnellement, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Salut.